Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recosic saison 5. On va vous parler de musique que l'on va vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis on, c'est moi, Arnaud, et mon partenaire dans le crime. Et quand on vous parle de découverte aujourd'hui, on va vous faire un épisode un peu spécial. On va vous proposer de voir, d'écouter, de partir, de sentir, enfin bref, de plonger dans la série Lazarus, réalisée par Shinichiro Watanabe. C'est pas la première fois qu'on en parle, c'est un de nos chouchous et en plus il nous a produit une œuvre, assez magnifique et du coup, on va vous en parler. On va d'abord vous parler un petit peu de la série et ensuite on va surtout parler de ces 3 BO incroyables qui ont été sortis pour accompagner cette série. On va donc commencer par une petite présentation de la série. Alors, c'est une nouvelle série qui a donc été écrite et réalisée par Shinichiro Watanabe. On vous en a déjà parlé à propos de Cowboy Bebop, de Samurai Champloo et aussi de Space Dandy, même si cette dernière a un caractère un peu particulier puisque c'est quand même une œuvre très, très iconique, avec une direction artistique très particulière et très travaillée. C'est clairement l'un des réalisateurs d'animes les plus connus avec, Hideaki Anno, celui de Neon Genesis Evangelion et Shin Godzilla. Elle a été produite aux États-Unis en partie par Adult Swim et toute la partie de production et direction de production au Japon a été assurée par Sola, que vous connaissez peut-être parce que c'est déjà eux qui étaient en direction de production sur Le Seigneur des Anneaux, La Guerre des Rohirrim, et par MAPPA qui était le coordinateur global des animations et qui était surtout la société repreneur de l'Attack of the Titans et qui a produit la dernière saison, le final season, en 3 parties. Oui, enfin, ça, c'est aussi Jujutsu Kaisen, du coup, qui est peut-être un des plus Oui, gros animés actuels. et voilà. Et Chainsaw Man, qui est aussi, d'ailleurs, qui a un film qui vient de sortir. Oui, en Et, Europe euh, aussi. et puis, ben, je me permets de placer aussi Ranma and Me. La nouvelle série est très cool. Et Doro et Doro, dans la nouvelle saison arrivera l'an prochain. Si vous regardez pas de Doro et Doro, jetez-vous sur Doro et Doro. Alors, j'allais parler de Ranma and Me parce que j'ai très envie de la voir et je n'ai pas encore pas encore réussi à la choper et à la voir. Eh ben écoute, c'est sur Netflix et moi je trouve très joli. C'est Ouais, une très belle série et c'est vraiment une bonne adaptation. J'adore le manga, ouais. donc je suis pas dépaysé en fait. Ah ouais? J'ai pas l'impression qu'on non, j'ai pas l'impression qu'on ait fait de sacrifices parce qu'il y a des gags des fois qui sont peut-être un peu genre vite fait tendancieux, mais en fait il y a rien qui me paraît gênant et je retrouve en fait à peu près tous les gags, voire même plus de gags qu'il y a dans le manga. Donc pour le OK. coup, c'est vraiment une œuvre faite par des gens qui sont très, très, très fans de l'œuvre originale et du coup qui la respectent intégralement. Donc si vous aimez le manga, jetez-vous sur ça et puis si vous connaissez pas, bah allez-y parce que c'est toujours super cool. Voilà. Dans la partie de la production purement graphique, on va retrouver le style de Watanabe qui est si travaillé, qui est bien plus proche de ce qu'il avait produit pour, Cowboy Bebop que ce qu'il a produit pour Space Dandy, heu, Ouais. qui a cette mais avec un niveau, je sais pas comment le dire, il y a une forme texture, il y a une texture par moment, dans les matières, dans le rendu visuel qui est incroyable. Il y a des intertitres absolument géniaux, avec des effets de typographie encore plus ouf pour moi que ce qu'il y avait dans Cowboy Bebop. Un peu inspiré à la fois des années 70 et des conneries typographiques qu'on pouvait faire au début des années 2000 avec l'explosion du numérique, Mmh. mais avec un traitement finalement très, contemporain. On est aussi dans une production pour ce qui est de la partie animée assez ouf puisque Watanabe s'est associé à quelqu'un de assez ouf, c'est-à-dire avec le directeur et créateur de John Wick, Chad, je vais écorcher son nom, Stahelski, qu'il a fait venir, qu'il a intégré à ses équipes pour la chorégraphie des combats, des gunfights et d'une partie de certains combats. Il y a dans cette histoire un truc complètement ouf puisque Stahelski s'est inspiré lui-même
c'était lui-même comme inspiration pour les mouvements et une partie des chorégraphies de John Wick, de Cowboy Bebop, de cette espèce de fluidité qu'a, Spike dans Cowboy Bebop, oui, c'est Spike dans Cowboy Spike, Bebop, ouais. et de Samurai Champloo. Alors, la rencontre des 2 hommes apparemment a été assez, riche, dynamique. Ils se sont trouvés énormément de choses, en commun. Il a été au Japon, ils ont énormément travaillé quand il a été au Japon. Ils ont aussi beaucoup travaillé à distance. Heu, Chadesky parle de cette expérience de façon ultra positive. Il se trouve ça ouf, à quel point l'animation était un boulot encore plus exigeant que le cinéma dans une interview qu'il avait donnée récemment, entre autres pour, à Polygone, le site. Mmh. C'est Je vous conseille d'aller le voir, c'est extrêmement intéressant. Il apporte plus de choses sur le côté d'échange et créatif que sur le pur côté technique et sur la façon de faire les choses, c'est extrêmement intéressant. Du coup, on se retrouve avec quand même 2 énormes noms, 2 gens en tout cas qui ont une qualité de création, qui ont une volonté, une dynamique, qui nous créent donc une série, heu, identitairement, visuellement qui est très, très forte et qui bien évidemment, parce que c'est Watanabe, a décidé de signer des BO stratosphériques. Je vais poser maintenant le synopsis et puis après je vais te laisser parler un petit peu plus de la production du coup, de l'historique des productions de ces 3 BO. Je pose vite fait donc le synopsis de Lazarus. Lazarus, c'est les aventures d'un groupe de repris de justice ou d'ex-agents secrets ou de hackers et professionnels des petites arnaques, employés par une agence mystérieuse, mais qui est honnêtement très vite révélée comme étant modérément mystérieuse, pour retrouver un scientifique qui a posé un ultimatum à toute l'humanité, mais qui a surtout été responsable d'un antidouleur qui lui permet de poser cet ultimatum à toute l'humanité puisqu'il l'aurait empoisonné. On est sur une forme polar scientifique, intrigue, espionnage qui est pas du tout, quelque chose finalement de courant chez Watanabe. Il a énormément bossé, sur la manière dont il a voulu construire l'intrigue, ce qui lui permet d'avoir qu'en 13 épisodes, on a quelque chose de très, 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 de très dense, de très contenu, de très réussi fondamentalement. Il ne néglige pas ses personnages, il se fait une équipe. On a l'histoire des personnages et sans jamais perdre le fil, hein, de l'histoire principale et en termes de scénario, c'est quand même extrêmement maîtrisé et bien écrit. Sur cette partie-là, vois-tu quelque chose à ajouter? Non, pas trop en fait, hein. Je trouve que justement, c'est comme tu dis, hein, il rebondit beaucoup en fait entre les histoires de ses persos et la trame principale. Donc il y a jamais quelque chose, c'est ja ça sent jamais le forcer en fait. Donc Ouais, c'est tu ultra toujours, fluide. et puis comme tu dis, s'il y a une véritable dynamique constante, je veux dire la seule série de Watanabe où, il y avait une sorte de limite temporelle en fait de ce que je me souviens, c'était Terror in Resonance, Mmh. qui est une petite série en fait, qui a pas beaucoup fait parler d'elle, mais qui était assez cool, sur des gamins et qui étaient, pris dans une initiative terroriste au Japon. J'en ai plus un grand souvenir, mais c'était plutôt sympa et dans mes souvenirs, c'était le truc le plus contenu parce que bon, effectivement, voilà, Samurai Champloo, Cowboy Bebop, c'est temps et puis alors Space Dandy, ça a aucun respect en termes de des limites spatio-temporelles, donc d'ailleurs une série un jour sur laquelle il faudrait revenir en approfondi parce que je pense elle a Ouais, été vachement ignorée à sa sortie alors que c'est des boîtes, quoi. C'est vraiment un truc, aisément au même niveau que Cowboy Bebop et de Samurai Champloo, mais à l'époque, en fait, j'ai l'impression que personne n'a vraiment saisi le délire, donc bref, toujours tout ça pour dire que je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis, hem, la série est bien contenue et aborde plein de trucs, donc en gros, on a plein de choses sur, les sacrifices qui peuvent être, causés, à court terme, par l'humanité, mais qui du coup, amènent, l'amènent à sa perte. Heu, il aborde des choses comme les manipulations boursières des géants de la tech, la corruption des élites, les sectes, oui, la domination des laboratoires pharmaceutiques. Enfin, c c'est un mec qui est toujours avec une orientation politique oui, on a plutôt une claire, ouais, mais voire encore plus claire que d'habitude, quoi. Il y a aussi ça, en fait, je pense, dans le sentiment d'urgence de cette série, c'est que comme elle essaye vraiment d'aborder énormément de choses et de dresser un portrait assez clair, hein, de son enfin, du positionnement de son auteur, en fait. ouais, Du coup, t'as pas autant de temps à passer à se dire genre: «Ah peut-être que», genre non, on est très, très de manière très évidente une série qui a un message fort qui est de dire genre: «Bougez-vous pour sauver la planète parce que tout est en train de partir à la dérive». Il y a un truc qui est intéressant d'ailleurs dans le cadre historique de la série,
dans le sens où, elle se place donc c'est une série science-fiction, Oui, elle se j'ai pas passe en dit. 2049, mais 2152, j'ai cru. Ouais, 2049, ouais, pardon, ouais. donc du coup, t'as pas de comme c'est un futur proche, en fait, d'un point de vue technologique, t'as jamais vraiment de surenchère, de dire genre: «Oh, dans le futur, on peut faire des trucs de ouf». La technologie, finalement, évolue un peu, mais pas tant que ça et ça donne un contexte, en fait, qui peut être très facilement adaptable, au nôtre, en fait. Tu Mmh. jamais à te dire, c'est pas du tout comme Space Dandy ou Cowboy Bebop où le la technologie est partie vraiment dans des directions complètement, ahurissantes, donc du coup, tu peux pas imaginer, enfin, tu peux peut-être facilement te dire genre: «Ah bah oui, ça va arriver dans le futur». Là, Ouais, on est dans une série science-fiction qui, au final, te positionne dans quelque chose de tellement proche qu'en fait, c'est plus de la presque plus de la science-fiction, quoi. ouais, Les c'est très questions technologiques marrant. sont Ouais. très annexes. C'est très marrant ce que tu dis. Enfin, elles sont annexes, mais elles sont aussi, dans le fond. C'est d'ailleurs un des trucs, moi, quand j'avais, fait des recherches là sur ce que citait Watanabe en termes de référence, il disait que c'était la crise des opioïdes, aux États-Unis qui lui avait Mmh. donné envie de prendre cet axe-là, ou tout au moins pour démarrer la série, parce qu'on ne nous révélera pas à la fin. Et puis qui du coup lui a permetté d'aborder plein d'autres sujets, mais c'est peut-être un biais personnel là pour le coup, mais moi ça m'a énormément fait penser à la dernière trilogie de romans, ce que j'appelle pré-cyberpunk de Gibson, qui est ce qu'on Ouais. appelle, la Blue Hand Books trilogie, la Blue Hand Books, les 3 derniers, officiellement, de cette partie-là, qui sont liés au personnage de Ubus, ça va pas me revenir, c'est une horreur. Le personnage du me le grand magnat dedans, qui est dans les 3 derniers, c'est pas vrai. Je les ai pas lus, je suis Fat désolé, American j Nation, Spook Country et Zero History, d'accord. En fait, je crois que Hubertus j'ai lu Spook Bigen, Country. donc qui est le personnage principal et qui en vérité est proche de nous, mais pas proche de nous avec une technologie extrêmement intégrée, et qui a un moteur de fond, mais qui en même temps pose des questions secondaires. Moi, ça m'a énormément pensé à ce type de mix, Ouais. sachant que c'est des bouquins qui datent du début des années 2000, hein, je précise. Et c'est vraiment étonnant parce que Watanabe cite très peu de d'influences autres à part, enfin, il cite ce qui lui a donné comme dynamique d'écriture, mais quasiment aucune influence ESF dans ce que j'ai réussi à trouver. Mmh. Alors je ne lis pas le japonais, donc j'ai peut-être raté des interviews malheureusement. Oui, c'est Heu possible aussi, mais mais voilà, c'est enfin moi je trouve qu'on est vraiment dans un côté très, il y a un côté très cyberpunk parce que du fait ouais. de, la mise en danger et du côté très nihiliste par moment du contexte, il y a un c'est ça fait très, très cyberpunk, mais vraiment pour le coup là récent, pas matinée des années 90 ou 80, mais vraiment là de notre époque, quoi. Oui, carrément. La série auquel je pourrais comparer le plus Lazarus, pour moi, c'est Ghost in the Shell Standalone Complex. Ouais, bah, ça tombe bien, c'est une des 2 boîtes de prod japonaises avaient bossé dessus. Je crois que c'est Exactement, Solar. ouais et Ghost in the Shell, pareil, c'est tout le temps des épisodes, genre très, très denses, Mmh. il y a une alors en revanche, il y a pas une histoire, enfin, il y a un peu une histoire vite fait, qui s'étale sur chaque saison, mais ça reste très, très contenu quand même. À chaque fois, Ouais. tu une intrigue qui est extrêmement approfondie, qui va se dérouler en l'espace de 20 minutes, où tout va à toute allure, en fait. Mmh. Hem Et donc du coup, il y a aussi ce sentiment-là où t'as pas du tout de comment dire? De moments comiques, en fait, comme on peut avoir dans des animés, ou même quoi, Jujutsu Kaisen ou Chainsaw Man, quoi, il y a des moments où les personnages vont faire des trucs un peu marrants et puis, le l'intrigue va repartir ou même Evangelion. Oui. J'aimerais écouter la musique d'Evangelion. Il y a des thèmes pour chaque personnage et parce qu'il y a des scènes qui vont revenir de manière récurrente et des personnages qui vont avoir des travers un peu comiques avec, voilà, Misato, on rigole beaucoup avec le personnage de Misato parce que, voilà, elle boit tout le temps, genre, on explore aussi ce que c'est que le revers de son alcoolisme, quoi, mais en même temps, le son ces petits moments du: «Ah, j'ai encore bu une bière de trop», ça c'est tourné à la rigolade. Alors que là, Mmh. il y a rien de tel, en fait, dans Lazarus Non. pendant toute l'intrigue, ça y va à fond. Vite fait, il y a des personnages qui vont faire des remarques rigolos, parce que c'est pas non plus Il dénué d'humour, il y a des mais moments légers, mais il y a pas de comic relief, on va dire. non, exactement, il y a absolument pas comic relief. Du coup, ouais, comparaison pour moi avec, Ghost in the Shell, voire, des trucs comme Serial Experiment Lain, même si c'est pas Mmh. aussi froid quand même que Lain. Heu, mais beaucoup c'est par rapport à, comme Cowboy Bebop ou même Samurai Champloo, où il y avait quand même une intrigue très étendue. Mmh. Heu, Là, on est vraiment dans quelque chose qui va tout le temps à fond, et d'ailleurs, on retrouve quand même aussi d'ailleurs certains des traits on va peut-être, y revenir après, mais des traits de Watanabe en fait dans l'écriture des persos. Oui. Parce qu'il y a quand même ce qu'on peut reprocher à Lazarus,
C'est le fait que quand t'arrives dans la série, tu regardes les persos, tu fais genre: «Ah OK, alors lui c'est Spike». Genre Axel, c'est genre c'est bon, OK, d'accord, c'est Spike Spiegel, merci bien. Et puis Doug, bah, pour moi c'était Jet Black dans Samurai De son clan. dans Cowboy Bebop, mais c'est des personnages, voilà, très typés, qu'il introduit. Mais il a quand même sa petite dose quand même de petits, de persos un peu plus originaux, quoi, Mmh. mais il y a toujours quelque chose en fait d'assez, Mais intéressant dans ouais, vas-y, pardon. non, non, mais tu J raison, j il a des archétypes récurrents, ouais. mais je trouve qu'au final, enfin, tu as disons que ça te permet de rentrer dans l'univers plus facilement grâce à ça, parce que ou dans l'intrigue, par exemple, bah, du coup, Axel, donc qui est un sorte de Spike, mais avec qui au final a un nom quand même très différent, mais bon. Mais tu Oui. as des personnages comme Yelena qu'il avait pas encore proposé, des choses comme Leland aussi, Astor, pareil, un type de personnage qu'on n'avait pas vu, tout au moins de cette manière-là, et de l'intégrer de façon positive. Oui, parce que Heu, c'est vrai qu'Yelena, elle est contrairement à beaucoup des personnages de Watanabe en termes de personnages féminins qui sont souvent définis par leur sexualité ou, ouais, par, voilà, ou par le un peu leur faiblesse par rapport aux hommes, comme je pense à Samurai Champloo ouais, ou, ben, Faye Valentine dans Cowboy Bebop. Là, on est vraiment dans une nana, en fait, enfin, dont la féminité, en fait, est pas vraiment importante, en fait. Enfin, si, elle a une importance, mais elle a une importance plus tard, en fait, quand tu découvres un peu plus de choses sur elle. oui, Mais en tant que telle, c'est quelqu'un qui se joue un petit peu du fait que, elle se joue de sa féminité, mais en fait, elle est c'est pas du tout un élément important mmh. de la série ou de la caractérisation de son personnage. Hem, J'aime vraiment beaucoup aussi le personnage de la hackeuse, par exemple. Popcorn Ouais. Wizard, Ouais, Lynn, voilà, qui est très en retrait, en fait, mais oui, qui a quand même plein justement qui se définit de manière beaucoup plus juste pratiquement comme dans du négatif, quoi. C'est elle qui va pas être comme les autres, elle va pas se définir comme ça, elle va toujours partir dans une direction autre. mais Heu et et il y a c'est vra ouais, vas-y, vas-y, non, mais désolé. c'est marrant parce que, en vérité, ce que je trouve j'aime toujours autant Cowboy Bebop, il y a peu de chances que je Mmh, ne n'aime pas cette série, je n'aime plus cette série. Mais je trouve qu'avec Lazarus, il a passé un cap, je dirais, dans une forme de maturité au niveau de l'écriture, parce que même les personnages secondaires sont costauds, sont mmh, des éléments constructifs de son univers, sont des éléments constructifs de son intrigue. Parce que tous les personnages secondaires qu'il va introduire, finalement, à un moment ou à un autre, finissent par réintégrer l'intrigue principale. ouais, Ils sont pas juste là comme des personnages fonction ou des éléments fonction. Il y a toujours, à un moment ou à un autre, une mise en perspective. Je trouve que pareil, le 13 épisodes de la construction globale est juste parfait, faut pas plus. Il y a quelque chose de très, très réussi dans cet équilibre-là, dans la construction de l'intrigue et dans la manière dont il amène ses personnages. Hem, on pourrait être encore plus dithyrambique, je crois, oui, bah, oui, on pourrait, sur la bah, on série, va continuer un petit peu. mais voilà, mais je te propose du coup, là, je vais te laisser un tout petit peu plus la main sur la question de la production, parce qu'on a donc une production qui a décidé de s'entourer de 3 BO, donc une faite par Kamasi Washington, une faite par Bonobo et une par Floating Points. Ouais. Voilà. Et ça, du coup, c'est les résultats. Alors, on parlait de la production, la phase de production japonaise avec Ouais, MAPPA, mais contrairement, en fait, ou plutôt un peu comme dans les productions d'animés japonais où tu vas avoir un comité de production qui va s'inviter, du coup, et qui va, enfin, qui va pas s'inviter, mais qui va contribuer de différentes façons au succès de la série. Généralement, quand dans un comité de production, tu peux avoir un label qui va, du coup, placer des artistes de chez eux. Voilà, comme c'est Adult Swim qui contribue. Bah, Adult Swim, en fait, un des éléments importants de cette scène, alors que cette chaîne de télé, alors qui est une chaîne de télé américaine, qui est plutôt connue, alors je sais pas si à quel point elle est connue, en fait, en France, mmh, mais qui est, ouais, non, j'ai entendu ton souffler, non, mais ouais, effectivement, c'est pas très connu en France, que c'est des séries, en fait, elle produit des séries qui sont très américaine en fait autant dans le côté humoristique que dans les références. Donc ces gros cheval de bataille, Adult Swim, ça va être, bah, le Eric André Show par exemple ou Aqua Teen Hunger Force. Moi une série que j'ai adorée chez eux, c'était, les Venture Brothers. mmh, Mais c'est des séries qui sont restées assez cultes en fait, je pense en dehors des États-Unis. Et aux États-Unis en revanche c'est un succès tout à fait, correct et c'est même très connu. Et c'est lié en fait à Cartoon Network. Donc quand Cartoon ouais, Network, la chaîne de télé s'arrête en fait,
bah, du coup, Adult Swim prend le relais et dessus, en fait, ils diffusent plein d'expérimentations, diverses et variées qui, à l'étranger, en fait, maintenant trouvent un repère, du coup, sur HBO Max. HBO Max, en fait, a le contrat de diffusion, en dehors des États-Unis. En tout cas, alors en France, je sais pas, mais en tout cas, Si, si, pour les si, Pays-Bas, c'est le cas. c'est HBO Max aussi en France qui le Ouais. diffuse. Donc du coup, il y a un peu plus pour enfin, il y a un peu plus de visibilité pour ces créations-là, mais tout n'y est pas. Par exemple, les Venture Brothers, ça s'y est pas, je crois, où il y a juste le film qui est sorti récemment, donc la conclusion de la série, donc c'est faut pas commencer par ça. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est une chaîne de télé qui, existe aux États-Unis, qui est responsable de plein de choses, notamment donc la production d'animés et de séries, qui sont avec un humour un peu barré, complètement étrange, et qui est aussi responsable de plein de choses au niveau musical parce que, en termes de production, ils ont permis à plein d'artistes, dont en commençant par Flying Lotus, d'avoir un espace d'expression et je pense qu'on peut leur créditer en partie le succès de ce qu'on appelle, le lo-fi hip-hop, hein, Mmh. donc les instrumentaux comme ça, parce que c'est vraiment quelque chose qu'ils ont beaucoup mis en avant en fait dans dans les passages entre les émissions et c'est quelque chose en fait qui est devenu du coup, un truc très important en fait depuis quelques années au niveau du streaming musical et c'est eux je pense qui sont en partie responsables de ça. Donc il y a, toute une part en fait de leur production qui a permis la mise en valeur d'artistes musicaux, notamment, Flying Lotus, mais le gars en fait qui est associé à Adult Swim et qui est associé surtout à Lazarus, c'est, Jason DeMarco et Mmh. Jason DeMarco en fait c'est un producteur exécutif donc sur la série qui est un gars de l'ombre dans la production américaine, musicale, indé, mais qui a eu quand même un gros impact puisqu'on lui doit entre autres le fait que, la collaboration entre Doom, donc le rappeur Doom et Danger Mouse ait pu avoir lieu, parce que c'est un album qui, sample énormément de productions du coup de Adult Swim et qui a même, fait intervenir des doubleurs de séries Adult Swim, et qui est le responsable aussi de la rencontre entre LP et Killer Mike, qui nous a donné donc du coup l'album Rap Music et l'album enfin le groupe Run the Jewels en fait. Donc c'est un type qui est un gros passionné de musique, quand je le suis sur Twitter, je crois qu'il est peut-être encore sur Twitter d'ailleurs, je crois pas qu'il est il est passé sur autre chose. Mais il a été toujours à parler de musique énormément, c'est un type avec des goûts vraiment pointus et intéressants. Et dans les choix de Kamasi Washington, Bonobo et Floating Points, on retrouve très facilement ses goûts musicaux en fait. C'est OK. totalement son délire. Donc un type qui a une ouverture musicale assez forte et mais qui sait aussi choisir des artistes qui correspondent bien à l'univers sonore du coup de la série. Puisque pour le coup, Shinichiro Watanabe, c'est un type qui est aussi un gros passionné de musique, ça s'entend totalement dans ses productions. Space Dandy, c'est regorge de plages musicales, bien sûr, on va revenir des plombs sur Marie Champloo et sur le rôle du coup qu'a pu avoir, New James Ouais. dans cette série, mais pareil, c'est un truc, qui est extrêmement musical. Cowboy Bebop, voilà, c'est une des plus grandes, BO de séries jamais réalisées, donc y a pas de souci. Et avec Lazarus, du coup, il savait très bien où il se plaçait. C'est-à-dire que c'est aussi un gars d'ailleurs pour qui on doit, aux États-Unis, l'arrivée de Toonami, Mmh. qui est, donc la plage, réservée aux animés et qui a permis une large diffusion de, Neon Genesis Evangelion, Cowboy Bebop, si les Américains, je pense si toute une génération d'Américains connaît, ces dessins animés, ces animés, c'est grâce à Toonami et à Jason DeMarco. Hem Parce que même si, il y avait bien sûr le téléchargement, le fansub et tout ça, c'est des choses qui étaient, je pense, quand même de niche et lui a permis avec Toonami, donc qui est une autre, plage horaire de diffusion d'animés qui a existé aux États-Unis. Il a permis la diffusion de manière très large, en fait, de ce type de programme et ce qui a permis du coup aux animés de devenir ce qu'ils sont maintenant aux États-Unis. C'est quand même une grosse force de frappe, d'un point de vue économique. Mmh. Heu, on parlait de Ranma and Me, mais bon voilà, c'est produit par Netflix quoi. C'est Netflix, ils voient la thune que ça fait avec, et du coup ils investissent là-dedans dans toutes ces productions-là. Et donc bah, du coup HBO Max ou, Adult Swim, Lazarus, c'est totalement leur délire. Donc du coup, ils ont investi à donf et on se retrouve avec une série, donc du coup une série japonaise avec une ambiance sonore réalisée par des artistes, heu, anglais
et enfin un Anglais et 2 Américains. Ouais. Après, c'était pas chez Watanabe, c'est pas une nouveauté, il était Non. très originel, on va dire, pour être poli, pour ses BO, ça c'est Oui, non, il a toujours, pioché un peu partout, mais ouais. je pense que, De Marco est arrivé avec Watanabe, il a fait genre il avait son carnet d'adresses, il a fait son Rolodex, il a fait genre: «J'ai ces numéros-là, tu veux lesquels? C'est Celui-là, je trouve qu'il marcherait bien, on peut faire ça avec ça?» ouais, c'est clair. Et puis voilà, ils ont passé les coups de fil, parce que pour le coup, je pense que tous les mecs dedans, ils étaient, à dire genre: «Tu voulais qu'on fasse quoi? OK». Mmh. Donc du coup, est-ce Oui. qu'on parle plus de la BO maintenant? Bah Enfin des oui, je BO. pense que c'est le moment de mettre un On est petit parti. qu'on attaque les BO. On va donc, commencer par la première d'entre elles qui est donc Lazarus, Adult Swim Original Series Soundtrack par Kamasi Washington. Je me permets de démarrer, on met celle-ci en premier parce que le générique est sur cette première BO. Tout Maintenant, à fait. je te laisse continuer. C'est juste parce que je pense qu'il était bon de dire un petit peu, pourquoi nous l'avons choisi comme ça. Absolument. Et donc du coup, bah, Kamasi Washington, c'est un musicien qui se place entre le jazz fusion et le jazz spirituel, qui est un type qui est assez connu dans le monde du jazz, mais un peu aussi en dehors, puisque c'est en partie la caution jazz de certains disques. Et c'est un mec qui est, je pense, largement reconnu comme étant un peu le nouveau Miles Davis, dans le sens où euh, il y a un rayonnement assez général en dehors du monde du jazz, et en termes d'influence musicale, c'est un type qui est très très inspiré par plein de choses. Donc du coup, on se retrouve avec un gars dont la discographie, en plus de Mmh. faire ses disques concept de jazz spirituel, se retrouve du coup à collaborer avec des producteurs de rap, notamment pendant le mouvement Black Lives Matter. Il a écrit une partie de saxophone sur le morceau Pig Feet, où il y avait Denzel Curry et Terrence Martin. Mais c'est aussi le mec qui a fait une reprise de Metallica sur une grosse reprise une grosse album de reprise de Metallica, donc qui a repris My Friend of Misery. Et c'est aussi un gars en fait qui a bossé avec Randall Jules justement sur un de leurs morceaux du troisième album. Donc le type qui se retrouve un peu partout en dehors du milieu jazz, quoi. Euh, et qui est un saxophoniste et compositeur de renom, euh, qui bosse toujours avec un large groupe. Alors pour le coup, c'est vraiment un type de jazz qui contrairement, enfin, un peu comme du coup ce que fait Yoko Kanno dans la BO de Cowboy Bebop, Ouais. qui utilisait du coup sur la BO de Cowboy Bebop un style de jazz type big band, donc où tout le monde se rejoint en même temps sur certaines parties mélodiques, et puis on laisse des espaces quand même pour les improvisations, mais globalement on reste quand même sur des lignes mélodiques qui incluent absolument tous les musiciens. Lui, en revanche, il laisse beaucoup plus d'espace à chaque musicien pour s'exprimer, mais il joue toujours avec énormément de musiciens. Alors, je l'ai vu d'ailleurs sur scène cette année, Ouais. et il est avec, donc du coup, sur scène avec un batteur, un clavier, des choristes, un bassiste, un DJ et un trompettiste. Et je crois que c'était tout. Savoir que le mec à la trompette, c'était son père. Mmh. Donc ça joue en famille, et on se retrouve avec du coup un gros un type de musique qui va dans plein de directions, et qui peut inclure d'influences différentes, parce que mais il y a même un break à un moment pendant un des morceaux où le DJ a fait des scratchs, tu vois, donc c'était vraiment, il s'autorise Fusion. absolument tout, mais c'est extrêmement cohérent et c'est extrêmement bien écrit.
Donc pour moi en fait on se rapproche un petit peu de ce que se faisait dans le Mahavishnu Orchestra. À savoir si vous voulez écouter un peu ce que c'était que le Mahavishnu Orchestra, alors je vous conseille l'album Vision of the Emerald Beyond, qui est un album de 75. Et pour donner un petit peu de repère, justement Mahavishnu Orchestra c'est le groupe mené par John McLaughlin. Et John McLaughlin c'est un guitariste qui était le guitariste avec lequel Miles Davis a collaboré pour composer l'album Beaches Brew. Donc qui est un des gros albums de jazz fusion, peut-être le plus gros album de jazz fusion des années 70. Bref, tout ça pour dire que Kamasi Washington, c'est vraiment un type qui pioche dans plein de directions, mais qui a vraiment son style, qui est un type qui est d'ailleurs, en termes d'un point de vue stylistique, est indissociable en fait de sa vision assez spirituelle en fait, parce que tu retrouves un peu d'éléments propres au gospel en fait dans sa musique, mais en même temps elle est toujours, je trouve, très dissociée en fait d'un héritage catholique ou chrétien. Elle est vraiment partie dans une direction beaucoup plus universaliste et beaucoup plus presque semi-new age en termes plutôt en termes musical qu'en termes de philosophie. Mais du coup, tu te retrouves avec quelque chose de vraiment très très dynamique avec plein de trucs différents et une musique en fait qui, alors je sais pas comment toi tu l'as ressenti, mais généralement que je vois comme étant quelque chose de très positif en fait. Il y a vraiment un truc très exaltant en fait dans la musique de Kamasi Washington. Et du coup, ça donne des compositions, même si elles sont très variées sur la BO de Lazarus, mais qui donnent du coup des compositions qui sont très entraînantes. Ouais, dans la partie Kamasi Washington de la BO et alors moi j'ai écouté les 3 avant de voir la série. C'était, je trouvais l'exercice super intéressant. Ouais, c'était le bon choix, je pense. C'est incroyable comment l'énergie qu'il donne dans le morceau, l'énergie quel que soit le type de rythme qu'il donne, se transpose dans la série. Enfin, il y a la musique s'écoute toute seule. La musique, une fois que tu as vu la série, elle se réécoute avec une couche en plus, un élément en plus. L'association des 2 est vraiment une réussite incroyable. La proposition qu'a fait Kamasi Washington là-dessus est mais vraiment, enfin, pas parfaite parce que c'est pas une question de perfection, puis c'est d'abord une question de mon ressenti, mais oui, moi en absolu fan de la BO de Cowboy Bebop, c'est pareil, je T'as sais que je retrouvé vais des ra petits, quoi. ouais, j'ai retrouvé mes petits, j'ai retrouvé l'intention, j'ai retrouvé un rythme, j'ai retrouvé quelque chose qui fait que j'aime l'anime et que j'aime la BO de l'anime et que j'aime la BO toute seule. Il y a, heu, il y a une vraie il y a une un c'est vraiment cette proposition, cette richesse, c'est le tout comme la série, le nombre de couches que tu as de perception dans la musique est incroyable. Heu, Tu te parlais qu'il utilisait sur scène énormément de choses différentes. Bah, tu l'entends pas la première écoute, mais dès que tu en as la deuxième, tu dis: «Hey, mais j'avais pas fait attention à ça. Ah, mais il y a ça encore derrière». Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours un truc où tu dis: «Ah, je l'avais oublié. Ah oui, c'est vrai qu'il l'a rangé comme ça». C'est il y a cette, force d'énergie et de surprise et de te flatter l'oreille, enfin, si tu aimes bien sûr ce genre-là, qui est incroyable quoi, qui est vraiment ultra abouti quoi. C'est clair que c'est des morceaux, alors toutes les compositions du coup de ce disque, et d'ailleurs fait au moins 1 heure, il y a vraiment 1 heure de musique, 1h20. même plus, ouais, un peu plus d'1 heure de musique pour ça, et tu te retrouves avec des compositions où justement il y a tellement de choses à piocher à chaque fois en fait que faut vraiment mettre 2-3 écoutes. Moi je sais que la première écoute, euh, j'ai eu du mal quoi, parce que justement au bout d'un moment c'est tellement d'informations à absorber que tu te fais genre oh ok, faut vraiment être très attentif en fait sur l'ensemble du disque pour bien sentir, parce que pour le coup tu te retrouves avec aussi 9, je crois on a peut-être plus de 9 morceaux, mais qui sont, Il y a 11 morceaux sur Kamasi. ouais, 11 du coup, mais qui ont tous chacun une identité propre. Ouais. C'est-à-dire pour moi, alors je veux pas non plus rebooter les gens qui n'ont pas encore écouté la BO, mais pour moi c'est une bonne BO qui est à la fois entre guillemets un mauvais album, Ouais. parce que pour le coup, comme t'as vraiment t'as tellement 11 ambiances différentes, bah t'as pas tant que ça de lié en fait, de lien entre les deux. Ah! Et C'est je trouve que comme il s'autorise à chaque fois à dire genre ok, enfin il sait même pas qu'il s'autorise, c'est que tu sens vraiment l'attention à la cohérence avec les images. Et donc du coup, dans l'ensemble du disque, quand tu les vois dissocier des scènes, bah tu te trouves des fois à dire genre ah ouais putain on passe de ça à ça quoi. Genre
T'as des moments qui font très musique de vin jazz de la Nouvelle-Orléans, Mmh. donc sur le morceau Cold Slow, Ouais, mais juste avant, t'as le morceau Follow Our Dreams qui est beaucoup plus free jazz. Euh, T'as vraiment plein de passages, t'as des trucs qui sont beaucoup plus proches de son style, notamment d'ailleurs le thème principal de la série, hein, qui est plus proche de ce qu'il fait d'une manière générale. ouais, Mais ce disque et cette BO, elle est pas tant que ça représentative de tout ce que fait Washington de manière générale, en tout cas d'albums comme Fearless Movement, qui est donc son album de l'an dernier, qui est vraiment très classe, mais ouais. qui est beaucoup plus cohérent en revanche, parce que du coup t'as une histoire qui est rentrée dans le disque. Alors que là, comme lui, il se prête hein, à la narration de la série, il y a un petit peu cette dissociation, mais après, je suis tout à fait d'accord avec toi sur sur le fait que c'est super dense, que tu retrouves toujours plein de trucs. C'est juste que du coup, pour des gens, si vous apprendrez la BO avant de regarder la série, même si je pense que c'est le bon choix, ça reste quand même une première expérience à dire genre si vous connaissez pas du tout le style de Washington, vous allez vraiment à dire genre ok qu'est-ce qui se passe. Il y a tellement de trucs. Le mec est tellement capable du coup en plus de bien s'adapter parce que ça pour le Ouais. coup c'est peut-être aussi la meilleure preuve que euh, Kamasi Washington ou comme les autres d'ailleurs sont vraiment prêtés à l'exercice de manière totalement, de façon entière, euh, et ont vraiment cherché à servir au plus possible la série. Ils sont vraiment mis, ils disent genre, ok, je compose pas un album, je compose vraiment une BO, et donc du coup, chaque morceau, en fait, correspond vraiment très bien à la sonorisation d'une scène en particulier, et en dehors du contexte de l'image, je pense qu'il y a peut-être des moments où on peut se dire genre, ok, il va où là? Parce que Ah mais c'est la surdose d'informations, quoi. Mais c'est c'est... marrant ça, alors ça m'a dans aucun des 3 pour le coup là, ça ne m'a gêné. Comme je te dis, je les écoutais avant de voir la série, donc je plaquais pas spécifiquement, d'images. Surtout que je me suis absolument pas spoilé la série, je n'ai rien été chercher en termes d'infos, sur le synopsis. Heu, ah non, moi je trouve que oui, il y a des changements radicaux, il y a des changements de tonalité, mais Hmm. il y a quand même toujours cet enfin, cet arrière-plan, je sais pas si c'est le mot juste, et tu Non, mais toujours il a son style. ouais, il y a son style à lui qui crée cette cohérence sur les 11 morceaux. Même 1h20, moi je l'ai même trouvé passer tellement vite. C'était, Ah ouais! Ah non, ah moi ouais, vraiment les je suis premières écoutes, j'étais vraiment à dire genre ah ouais putain wow. ah moi je suis Parce que amoureux, hein, faut mais de ouf là. et c'est ouf hein, parce que voilà alors que moi justement je suis plus j'ai beaucoup plus peut-être de connaissances du coup du style de Washington. Alors Ouais, ouais, ceci dit j'ai mis du temps quand même à rentrer dans le style de Kamasi Washington. Les premiers quand l'album du coup l'album avec lequel il s'est révélé c'est l'album The Epic je crois qui est sorti en 2016. Il est arrivé en plein enfin au top enfin en plein, comment, j'arrive même plus à parler français, c'est horrible. Il est arrivé en haut de beaucoup de tops de fin d'année en fait en ouais. 2016. Donc du coup, bon bah du coup j'ai testé quoi, j'étais passé totalement à côté à sa sortie et j'ai vraiment eu un mal fou quoi. J'étais genre ah ok d'accord, bon bah ouais c'est bien mais c'est pas pour moi. Et donc à chaque fois qu'il sortait de nouveaux trucs, comme il était toujours plébiscité, je me dis genre bon bah je vais essayer, je vais essayer. Et en fait c'est vraiment avec Fearless Movement que je suis vraiment entré dans son style. J'aimais bien ses contributions à des morceaux. À chaque fois, je me disais Ouais. genre putain, ce mec est vraiment mortel, mais j'arrive pas. Ses compositions sont trop denses, c'est pas exactement ce que je veux entendre. Le jazz fusion pendant très longtemps, ça a pas été mon truc, hein, donc du coup, c'était vraiment c'était trop. Et en fait, je suis enfin arrivé l'an dernier à rentrer dans un de ces disques et du coup, je suis allé le voir en concert. Là, j'ai adoré, je trouvais ça vraiment charmé. Mais avec celui-là, je me suis retrouvé face à la même problématique de dire genre ce type est tellement bon que il te demande il te demande beaucoup d'attention pour vraiment rentrer dans le truc. Ouais, Euh, ouais. mais C'est peut-être aussi parce que j'écoute mes disques d'une manière tellement d'un bloc que j'ai plus une tendance à chercher l'unicité et que quand je la retrouve pas, bah je suis un peu à me dire genre ah oui mais non. bah, honnêtement, alors je pense qu'il y a potentiellement, en tout cas de ma part, nécessairement alors conditionnement, intellectuel, tu vois? De me dire: «Je sais que j'écoute une BO». Ouais, Tu vois? c'est Donc possible pour du ça. Ouais. coup, la question de la cohérence, je la place ailleurs. Je sais que Ouais. nécessairement, il y a des moments où il y a des liaisons, des tonalités qui vont varier, et je pense que du coup, je suis beaucoup plus tolérant, du coup, vis-à-vis de l'album, et du coup, peut-être finalement un poil plus réceptif que toi, là, pour le coup, puisque je n'attends rien de l'artiste et j'attends quelque chose d'une BO, tu vois? Alors tout à Et toi fait et toi, tu connais l'artiste, tu étais rentré dedans et tu attendais l'artiste et tu as d'abord eu exactement. la BO, et je pense que c'est Mhm. peut-être là où le gap s'est joué.
Tout à fait, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi sur de ce point de vue-là. Mais après, maintenant, j'en suis à ma 4e écoute, voire 4-5e écoute, voilà. Ah bon, Maintenant, je l'apprécie beaucoup plus. Mais aussi parce que les morceaux, je les connais mieux maintenant. la Donc, triptych, comment je l'ai poncé déjà, moi, c'est terrible. Depuis qu'on ouais, a dit qu'on le mais après, faisait, c'est terrible. du Hem, coup, je t'encourage vraiment, du coup, à tester Fearless Movement et ah ces autres trucs parce bah, que, ouais, mais c'est dans enfin, mes, il a vraiment un phrasé en termes de saxo qui est juste super impressionnant. Parce que et là, du coup, je reviens sur cette question de dire c'est exaltant, quoi. Le type oui, est tellement inspiré que, tu vois, genre, il commence à partir et tu fais genre, oh, ok, d'accord, c'est parti. Que c'est vraiment quelque chose de très spirituel dans ce qu'il fait. Ça se ressent autant dans son jeu que dans les chœurs, qui pour moi, c'est au-delà de son jeu et des petits passages où il s'accorde avec avec la trompette. ouais, ouais. Qui du coup, enfin, j'ai pas trouvé les crédits, mais j'imagine que c'est toujours son père qui joue, donc pour le coup, vraiment l'accord entre les deux est juste magnifique. Mais les chœurs de chez Kamasi Washington, c'est vraiment impressionnant, quoi. La manière dont ils sont intégrés, genre c'est genre il y a quelque chose de très épique en fait dans ce qu'il fait en fait, dans la manière dont ces voix sont intégrées. Il y a jamais de ligne de texte, mais on est proche de l'opéra, quoi. On est totalement dans quelque chose qui te pousse vers le haut. Euh, et dans tous les moments en fait de cette BO du coup où ils interviennent, je trouve que c'est les moments qui sont peut-être les plus marquants comme étant genre propres au style de ce musicien. Ouais, non, c'est tout à fait, ouais, ouais. Oui, il faut que j'aille écouter, oui. Je l'ai mis du coup, moi, il est passé, j'ai fait le chemin inverse de toi, il est basculé dans mes, Fearless à écouter. On va voir ce que Mm, ça donne. carrément, ouais. Vois-tu quelque chose d'autre à ajouter sur cette première partie de la BO de Lazarus? Non, non, non. En plus, on On a plein d'autres va trucs à donc voir. oui, on va donc passer à la deuxième sur 3 des BO, donc Lazarus Adult Swim Original Series Soundtrack de Floating Point. Alors, Floating Point, donc c'est un producteur de musique électronique anglais qui est aussi neuroscientifique C'est vrai et ça. qui donc son vrai nom c'est Sam Shepard et c'est un type qui est vraiment dans plein qui a, comment dire les doigts dans plein de comment dire euh, dans plein de styles et dans plein d'activités. Donc ok, il est neuroscientifique, mais en plus, d'un point de vue musical, c'est un type qui nous fait de la musique de club. Donc l'an dernier, il a lancé un album qui est sorti chez Ninja Tune, qui est beaucoup plus, qui est très orienté house music. Mais avant ça, il y a 2 ans, 3 ans, l'album qui avait été le plus célébré de sa discographie, c'était sa collaboration avec le saxophoniste Pharoah Sanders, qui est un des, des, des musiciens, un comment dire, c'est un des élèves de John Coltrane, en fait, c'était un peu un des héritiers restants du style de John Coltrane. Donc ils ont bossé son album ensemble qui s'appelle Promises, qui était un album qui a été composé avec Pharoah Sanders et un orchestre philharmonique de Londres. Et avant ça, il a fait aussi musique plus minimaliste. Il a fait des trucs beaucoup plus club. Enfin, il est vraiment partout. Et on en a même déjà un peu parlé puisque il était en featuring sur un des morceaux de l'album de Shabaka. Ah Donc oui. Perfect Visibility and Knowledge is Grace. Il était en collaboration sur ça, donc c'est un type qui est vraiment toujours là où tu l'attends pas, quoi. Et qui, alors pareil, m'a demandé un petit point d'adaptation, mais donc, je suis assez fan maintenant. Euh, et c'est, pour moi, c'est ma VO favorite des trois. Ouais, Alors, avant de partir un peu plus peut-être sur les musiciens, il y a un truc que je trouve intéressant sur sa BO, c'est que quand on regarde en fait chaque contribution de chaque artiste, c'est très clair que ils avaient chacun des scènes précises. C'est-à-dire qu'on leur a sûrement envoyé toute la série et leur ouais. a dit genre ok, toi tu fais telle scène, toi tu fais telle scène, toi machin, on a besoin d'un morceau pour cette telle scène. Et donc du coup, chacun a vraiment composé des trucs avec des indications précises, je pense, sur exactement qu'est-ce qu'il mettait en musique. Et lui, pour moi, c'est un des types
en tout cas, c'est le type pour lequel on a surtout dit: «Est-ce que tu peux nous faire toutes les musiques qui vont intervenir dans le background?» Oui, je sais pas Quand il y a pourquoi pas tu nécess dis ça. il fait pas tout le temps les musiques. Il y a des scènes un peu plus d'action où il intervient, Ouais, mais globalement, c'est le mec qui est là pour tisser, pour dresser un comment dire? c'est lui le design Le sonore, décor. l'ambiance sonore, Ouais, et il l'arrière-plan le sonore. fait super bien. Alors oui, c'est pas pour autant que c'est de la musique d'ascenseur. Ah oui, non, totalement pas. C'est vraiment pas la musique d'ascenseur, mais c'est lui qui est là pour dire genre: «Écoute, on veut que tu sois discret, mais il faut que tu nous mettes en valeur, l'aspect technique, technologique, mais en même temps l'aspect organique». Alors du coup, il fait vraiment le pont entre, la house music, la musique de club et des éléments un peu, justement, afro jazz, afrobeat. Il s'est adjoint donc de 3 musiciens sur l'ensemble du disque, donc Ouais, qui sont Zongamin et Valentina Magaletti, qui sont 2 membres du groupe Vanishing Twin, et Myriam Madefris, avec qui il avait joué sur, son album précédent, qui est une joueuse de harpe, entre autres choses, mais en tout cas j'imagine qu'elle joue d'autres trucs parce que j'ai pas entendu de harpe sur cette BO. Sur cette partie de la BO, j'ai pas entendu vraiment de harpe. ouais. Il y en a plus d'ailleurs chez Kamasi Washington que sur cette partie-là, je pense. Mais du coup, elle, en revanche, doit être multi-instrumentaliste et elle bossait déjà avec lui sur d'autres trucs. Donc du coup, c'est vraiment des BO qui à la fois utilisent des éléments électroniques et aussi des éléments plus proches, du coup du jazz. Enfin, je sais pas lequel des 2 musiciens de Vanishing Twin est à la basse, mais alors Mmh. les lignes de basse, elles sont là, hein, il y a pas de problème. Oh là Et là. puis ouais, il est là pour les côtés un peu atmosphériques, il est toujours très discret, mais en fait, plus tu écoutes les morceaux, plus tu trouves de profondeur, en fait, dans ce qu'il fait. Mais il est toujours sur, je pense que le mot clé pour sa BO, c'est la discrétion. Ah, alors tu vois, là, je suis pas d'accord avec toi parce que, alors certes, c'est l'arrière-plan, mais c'est pas discret au sens où c'est fondu. Non, C'est complètement c'est intégré exactement. et on parlait tout à l'heure de toute la tonalité, l'ambiance, le style graphique et tout ça. Il est le pendant complet il est le pendant sonore de tout ce qu'on parlait. On a parlé d'énormément Yeah. d'influences graphiques, d'un style graphique très marqué. Il est cette partie-là. Avec, Kamasi Washington tout à l'heure, on avait le highlights, on avait la rythmique, l'espèce de le tempo rude du dessus. Avec lui, on a tout ce qui va faire la vague de fond, tout ce qui va faire le son et tout ce qui va finalement permettre de créer l'univers. Sa musique, elle est incroyable. Elle fait partie pour moi du world building de toute la série Tout à fait, bah, c'est et comme New elle James, est en fait, ouais, la BO de Samurai Champloo, hein. oui, Il était totalement, ouais, ouais, des fois, tu le perdais dans le décor et il faisait partie intégrante du décor. Genre, c'est pour ça d'ailleurs que la musique de New James ne détonne jamais de la musique de ce qui se passe dans Samurai Champloo. C'est que même si t'as des beats rap, hein, qui passent derrière toi et des scratchs, ça ouais. s'intègre parfaitement à la dynamique de la série. Et je trouve que lui a fait le même boulot, quoi. Il est totalement dedans. Enfin, sans vouloir dire du mal d'aucune des autres BO, mais lui, en revanche, comme il est dans les passages où t'es pas tant que ça, où tu vas avoir du dialogue, par exemple, Ouais. bah, il a cette manière de s'intégrer à la musique, d'intégrer sa musique, sans que ce soit jamais dérangeant, en fait, pour l'intégration de dialogue, en fait. Bah, Mais le il est toujours mon marquant, elle est toujours bien présente, mais tu peux facilement la mettre au second plan parce que justement elle fait partie du décor, elle s'intègre totalement au truc. Ouais, mais par exemple, j'ai un doute, mais pour moi, dans l'épisode de Don't Stop the Dance, Mmh. c'est lui qui fait la musique du DJ, Sûrement, ouais. très probablement. Faudrait que je revoie l'épisode, mais j'avais surtout vu au moment où j'ai revu l'épisode, je me suis dit: «Mais c'est ouf» parce que à ce moment-là, dans cet épisode-là, on bascule de Kamasi Washington, Floating Point et on finit on en parlera après, sur Bonobo. Le La fluidité, la capacité de passer de l'un à l'autre et la cohérence de l'ensemble, bah, c'est Floating Point. Ouais. C'est lui qui permet, comme je dis, d'être la base, le socle des autres, de tellement de choses au niveau sonore en plus parce que ce qu'il introduit lui, comme tu dis, par sa manière de travailler dans la série, bah, ça permet au sound designer de jouer encore plus sur des détails et des trucs d'effets Ouais. sonores qui est lié à l'action par contre là et je mets des gros guillemets, hein, au réalisme de la série, enfin à la ce qui se passe à l'écran. Ouais, la Heu, crédibilité de la série, en voilà, fait. c'est ça, crédibilité. C'est pas tant qu'elle soit réaliste, c'est que du coup il y a aucun moment où tu te dis genre: «Ah, c'est pas possible». Non, il y a pas de perte d'incrédulité. Ouais.
Non, c'est ouais, je suis d'accord, elle est impressionnante. De cœur, c'est pas ma préférée, mais elle est incroyable. Moi, j'ai beaucoup en fait, peut-être qu'en ce moment, j'ai beaucoup de besoin de ce genre de musique. Peut-être, Mais ouais. pour moi, en fait, c'est une BO qui, du coup, qui me fait beaucoup de bien parce que les lignes de basse sont vraiment très profondes, elles s'étalent bien, genre c'est toujours des morceaux de 6 minutes, quoi, mais du coup, tu as vraiment beaucoup d'espace, en fait, pour respirer. Sa production, justement, elle arrive, elle s'intègre bien aux autres instruments. Elle la fonction de guider et en même temps d'accompagner, c'est extrêmement bien pensé comme truc. Je trouve que Ouais. de la même façon que Washington, de toute façon, hein, c'est le genre de truc où tu reviens de Ah oui, plus en oui. plus, à chaque fois tu te dis genre: «Ah ouais putain il y a un vrai travail de fou, fou, Ouais. fou, de fou furieux dessus, quoi». Le 1 morceau de l'album Mirror Pursuit, c'est de ce point de vue-là, pour moi, c'est un exemple absolu de comment bien faire les choses quand tu veux faire ce type de son, de sonorité, d'ambiance, parce que le niveau de richesse, il est ouf, quoi, ouf. En Ouais, plus, il est long, c'est donc tu as tout le temps d'en profiter, quoi. exactement, ouais. C'est un truc, pour certains des morceaux qui plongent plus sur la house, pour moi, c'est presque quelque chose qui se correspond plus à ce que j'imagine quand tu me dis quand tu parles de progressive house, tu vois? On avait Mmh. parlé Ouais, avec Mirwais ouais. de cette terminologie de progressive house qui pour moi était pas tant que ça, appropriée pour parler de Mirwais parce que je trouvais ça assez, comment dire? Assez comment dire? Assez sage en fait Ouais. comme type de composition, alors que là, il y a véritablement, une vraie, enfin une vraie recherche, et un vrai développement constant quoi. Et en même temps, ce qui je trouve vraiment c'est fou, c'est qu'il intègre vraiment parfaitement les éléments de jazz et en même temps des éléments club. Genre il y a vraiment des petites montées en puissance où il accélère la rythmique, d'ailleurs il y a un des morceaux d'ailleurs où justement il y a cette tendance club. Je me demande d'ailleurs si c'est pas la scène, enfin l'épisode où il y a où ils sont dans un club et ils essayent de piéger un mec, un autre hacker qui bosse pour un gars qui bosse dans l'intelligence artificielle. Je sais pas si tu te rappelles quel épisode c'est? Heu, Où il y a une course poursuite à la fin avec le drone. ah oui, c'est Heaven is the place of Earth? Non, ça c'est avec le culte. Heu, Ah, l'épisode du culte, il est cool ça, putain. ouais, celui-là et puis alors il pose la question de l'IA, enfin bon. Unforgettable Fire? Oui, oui, oui d'ailleurs cet épisode malheureusement il résonne beaucoup, beaucoup avec, beaucoup de choses qui se passent actuellement en Ouais. termes des questions d'intelligence artificielle et de Mmh. ce que les gens veulent Ouais, intégrer en fait dans l'intelligence artificielle ou en tout cas, assumer de ce que l'intelligence artificielle leur apporte. C'est assez flippant. Mais ouais, tout est tellement bien écrit en fait dans cette série. ouais. Non, On non, va pas mais revenir en détail sur tous les éléments, mais il y a vraiment un truc où tu regardes et c'est pas tant que ça te force pas non plus, au fond de la gorge, de la non, même les façon par exemple que Standalone Complex, par exemple, j'adore Ghost in the Shell Standalone Complex, c'est une de mes séries favorites. ouais, En revanche, c'est une série qui te bombarde d'informations. C'est une série où tout le monde parle à vitesse grand V en disant genre machin chose a fait tel truc en telle année et puis ensuite on passe dans ça et ensuite il a fait ça, il avait collaboré ouais. avec cette personne. Genre constamment, constamment et c'est un rythme que j'apprécie, mais en même temps c'est pas un rythme pour tout le monde quoi. Alors que je trouve que dans Lazarus, il y a pas cette surcharge d'informations. Il te donne pas trop de trucs. Il dit pas des tonnes de choses pour te perdre en fait. Mais Il te donne comme les informations clés et ensuite le reste il te le laisse voir en fait et découvrir pour que tu t'arrives à tes propres conclusions et t'as pas, il y a pas cette surcharge d'informations. mais c'est ce que je disais quand je prends tout à l'heure, quand je parlais de maturité au niveau de l'histoire. Et la maturité dans le sens où, le tout comme la musique d'ailleurs, parce que je trouve qu'elle aussi, elle passe un cap même comparée à Cowboy Bebop. Mmh, Heu, on est sur un équilibre, une capacité à te proposer des couches, mais de rester sur l'essentiel. Tu peux aller chercher le moult détails, moult références, il évoque indirectement dans les quelques interviews que j'ai trouvées l'histoire il a évoqué les Avengers et tout ça, mais il y a tellement d'autres trucs, des plans pour la blague, hein, des mmh, références de nerds ou de la pop culture, mais il y en a tellement des milliers d'autres que j'ai pas tout noté. J'avais commencé au tout début à noter deux trois trucs, mais au bout de la sortie du 1er épisode, j'ai fait: «Mais c'est pas la peine. Si je mmh. commence comme ça, je vais pas regarder l'épisode, je vais passer des heures à noter tout un tas de trucs et puis aller chercher où je l'ai vu mais il y a pas besoin de le savoir. Quand tu aimes ça, tu vas les noter, tu vas le repérer, tu vas repérer celles qui te font référence à toi. Mais
Voilà, que ce soit ta culture pop ou pas d'ailleurs, parce que la tour s'appelle Ouais. Babylone, il s'appelle Lazarus, Oui. il s'appelle pas Laz enfin il y a tout un jeu aussi dans la construction, dans une finesse d'écriture et qu'on retrouve dans les BO, que ce soit justement et dans ces qui est incroyable quoi, qui est vraiment incroyable. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mmh. Du coup, sur la partie de Floating Point, moi qui pour mon alors qui par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, à mon avis, doit être plus facile à réécouter seul pour toi. Oui, exactement, Ouais, ouais. ouais, est-ce que tu vois du coup autre chose à préciser dessus? Non, pas particulièrement, j'encouragerais peut-être les gens à, du coup, à découvrir son disque avec Pharoah Sanders, qui est assez intéressant et j'ai vraiment bien aimé celui de l'an dernier, en fait, qui Cascade? a pas ouais, qui est Cascade, ouais, qui est plus, qui est vraiment un disque de house, presque pas standard, mais en tout cas moins surprenant et qui, j'ai l'impression, a pas tant que ça trouvé son public, hein. J'ai pas dans les stats d'écoute, tu l'impression que c'est un album qui est vraiment pas encore très écouté, alors que je trouve qu'il fonctionne super bien. Donc si vous voulez écouter de la house, la deep house, vraiment bien foutue, honnêtement le dernier, Floating Points, il est vraiment très, très, très bien et la BO en revanche de Lazarus est un poil en fait, représente la globalité de son travail, mais pas du coup. Il lui explore des fois plus certains aspects en particulier, en fait. Donc du coup, c'est une BO qui est représentative mais en fait pas tant que ça. Comme, un peu comme celle de Kamasi Washington, Bah oui, c'est vraiment entre les 2 quoi. Les gars sont vraiment, ils sont mis au service de la série. totalement, se sont pas dit genre: «Ah, je peux utiliser que, tel aspect ou il faut que je fasse uniquement sur ça». Genre non, non, il faut que j'emboîte à peu près tout ce que j'ai comme dans mon arc. C'est d'ailleurs les 2 artistes pour lesquels je pense que c'est la première BO. Alors Hem pour ce que j'en vois sur Wikipédia, a priori oui. Ouais et je pense que, ils ont vraiment aussi fait plein d'efforts, non seulement parce que, ben, voilà, c'est le mec de Cowboy Bebop et de Samurai Champloo, donc c'est 2 séries ultra cultes aux États-Unis, et en Angleterre, donc les gars, ils devaient être à donf sur ça. Mais je vois bien aussi, derrière, une volonté de dire genre: «OK, il faut vraiment qu'on fasse un truc vachement bien», non seulement parce que ça vaut le coup, mais en plus parce qu'il y a des gens qui vont écouter, qui vont nous ouvrir d'autres portes, quoi. Ouais, Pour le coup, l'industrie du cinéma, les séries, l'industrie audiovisuelle, c'est quand même des trucs qui ramènent des bons chèques pour, je pense, les artistes musicaux. Heu, ouais. donc pour le coup, je pense qu'il y a aussi peut-être une volonté de dire genre: «OK, si on fait ça bien, il y aura peut-être moyen» et Floating Points, enfin voilà, de toute façon, ces 2 mecs, je pense qu'ils vont avoir leur Mmh, téléphone va sonner, quoi. bah, c'est des gens qui, de toute façon, n'avaient pas besoin Non, fondamentalement de ça. Je pense que s'ils y vont et si tout ce que j'ai pu lire sur Watanabe et les gens qui ont travaillé avec lui, c'est des gens qui ont dû se sentir intégrés à un process créatif et du coup, ils y ont été à fond, à mon ouais, avis et ça corres d'ailleurs, honnêtement, ça correspond beaucoup, je trouve, au feeling qu'on a pour l'instant de ces 2 premières BO, d'artistes qui sont engagés dans le projet et qui ne perdent pas ce qu'ils sont, mais qui restent au service du projet ouais. et je trouve que c'est vraiment un point extrêmement fort de la série quoi, de Lazarus et de ses BO. Du coup, ça nous amène à la troisième. Exactement, Lazarus Adult Swim Original Series Soundtrack par Bonobo. Alors qui lui est un producteur de musique down-tempo, qui est là depuis bien longtemps, son premier disque est sorti en 2000 chez Ninja Tune, donc un mec en fait qui fait partie, bah, comme on avait parlé avec, Nico de l'Anthropode de The Herbalizer. Ouais, C'est, la même école, donc sampling, trip-hop, down-tempo, ce genre de truc. Sauf que, ben, au final, Bonobo lui, il est resté toujours dans un truc beaucoup plus électronique. Avec, des disques, alors que moi, qui m'ont jamais trop convaincu. J'ai jamais été trop rentré dans le truc. Pour moi, c'est un de ces gars qui fait du down tempo comme ça a pu être populaire à une époque et qui finalement est resté un petit peu tout le temps dans cette vague-là et j'ai jamais vraiment accroché à son style et des 3 BO, c'est peut-être la BO que j'aime le moins.
mais pas nécessairement parce qu'elle s'intègre mal dans la série, mais juste parce que, ben, pour différentes raisons, c'est pas forcément celle qui me je trouve la plus intéressante. Ouais. À l'exception de quelques morceaux dont on va parler. Mais donc du coup, c'est ironiquement donc du coup pour un mec qui vient du sampling, peut-être la BO la plus techno en fait Ouais. du lot. En revanche, c'est le type qui intègre deux plages avec du chant. Oui. Alors en savoir d'une le morceau alors que je retrouve le nom exactement, donc qui est le morceau Beyond the Sky, qui est du coup chanté par mince, j'arrive pas à retrouver son nom, donc une chanteuse. Et Alors surtout en attends, fait, je voulais surtout parler du Nicole deuxième Miglis. morceau. Comment tu dis? Nicole Miglis. Exactement, ouais. Et le deuxième morceau avec de la voix en fait, qui est interprété du coup par Jacob Lusk, qui est qui était alors pour l'histoire, qui est un compétiteur de American Idol dans la saison 10, mais ce qui est surtout en fait le chanteur du groupe Gabriels, qui pour la petite anecdote d'ailleurs est un des groupes favoris de ces dernières années de Elton John. Et qui est un super groupe de soul un peu électronique qui est vraiment super bien, et une Cookie qui chante sur un des morceaux super importants de du premier épisode, Oui. puisque il accompagne en fait cette espèce de morceau très blues où le personnage de Doug justement demande à son intelligence artificielle de sa bagnole, alors qu'il s'apprête à aider à la libération de Axel au début du premier épisode: joue-moi un morceau pour quelqu'un qui va vendre son âme au diable. Ouais. Et du coup, c'est le morceau du coup avec Jacob Lusk qui sort des enceintes, donc c'est ce morceau avec Bonobo. Et c'est vraiment un morceau enfin, c'est un très bon mélange de blues et de musique électronique, très bien foutu. Et l'autre morceau avec du chant, donc avec la jeune demoiselle dont tu as mentionné le Nicole nom, dont j'arrive pas. Miglis. Voilà, exactement. Qui, là, est le morceau, en fait, qui est pour moi fait écho avec un autre titre de la BO de Cowboy Bebop, Ouais. qui était le morceau In the Rain, sur la BO Ah ouais. de Cowboy Bebop, ouais. Ouais. Qui, Oui, je vois du coup, oui. alors, qui est un morceau vraiment superbe, mais qui est du coup le morceau pour moi intégré, qui est plus associé avec le personnage de Vicious, donc qui est Ouais. l'antagoniste de Spike. Et là, dans la BO de Bonobo, du coup, il y a un autre morceau qui est avec de la voix qui fait référence, donc sur le morceau Beyond the Sky, en fait, qui est associé à l'antagoniste du coup de Axel, quand il y a l'introduction du personnage de Soryu, et qui est dans un épisode, d'ailleurs, j'arrive plus à retrouver le nom de cet épisode, mais il y a Soryu un... apparaît pour la première fois. Ouais, C'est dans le dernier tiers, donc oui, c'est ça, ouais. c'est quand il libère Chris. Il ne faut pas que je spoil tout. Bah, c'est Run with the Devil. Ouais, voilà. Et donc du coup, il y a cette scène absolument marquante en fait où le Soryu en fait avance très lentement à travers dans une ville en fait, alors que tout explose autour de lui. Enfin, en tout cas, qu'il y a un gros accident, qu'il y a un mec qui commence à tirer sur des gens, et lui continue d'avancer Ah oui, ce super calmement. plan, il est ouf. Et ouf, génial cette scène. Ouais, C'est la meilleure introduction que tu peux avoir du personnage de Soryu, c'est que mais c'est ouais. vraiment le type qui est là pour qui se sent qui est confortable dans le chaos en fait. Et puis qui est inatteignable par le chaos aussi. Il est confortable Exactement. dedans Ouais. parce que ça ne le touche pas. Non, non, oui, cette scène-là, elle est ultra impressionnante. Et Parce que c'est les deux morceaux, ces deux contributions super importantes de la BO de Bonobo. Mm. Le reste, je suis moins dedans. Alors, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est la troisième, c'est la médaille de bronze des trois. Mais c'est pareil. Exactement. Mais, Mais elle construit quelque chose. oui. Elle donne quelque chose à écouter. Elle permet justement d'avoir ce point d'équilibre avec Floating Point et Kamasi Washington, de finalement d'avoir un truc qui est, alors je mets des énormes guillemets, plus facile à l'écoute Mm. dans toute la BO. Parce que Kamasi Washington, c'est incroyable, comme tu l'as dit, c'est un musicien incroyable. Floating Point va chercher très loin, fait des choses incroyables. Et lui, il va être cette touche qui fait que tu peux croire que c'est la musique elle aussi de l'univers. Elle va pas donner la texture, elle va te dire ça c'est ce qui passe à la radio, ça c'est Voilà. ce que tu peux entendre, ça c'est ça, et ça contribue
tellement à l'équilibre de tout ça, ça contribue tellement finalement à l'imprégnation, le fait de te plonger. Alors oui, des 3, je trouve que techniquement, c'est la plus faible. S Même en termes de richesse pure, de couches, comme j'évoquais tout à l'heure, c'est la plus faible, mais je ne me vois pas ne pas la voir. Je sais pas si tu vois? Oui, Elle voilà, est non, elle s'intègre elle est super intré bien, aux ouais, épisodes, hein, il y a pas de souci. Mais mais en même revanche, en termes d'écoute ou de score, le score ne serait pas complète sans elle. Très souvent, dans les années 80-90 et début 2000, les premiers avant que les gens s'intéressent vraiment aux BO, enfin que les gens, que à peu près n'importe qui puisse avoir envie de s'intéresser aux BO, qu'on reconnaisse les musiciens de musique de film comme des vrais musiciens, comme des mmh, vrais orchestrateurs. Heu, des fois, trouver les BO d'un film, mais c'était de la croix et la bannière. Pour, les premières BO que par exemple, même de Matrix, on parle de 99, hein, mmh, c'était que la compile des musiques, alors qu'il y avait quand même une énorme BO oui, incroyable derrière le nom va m'échapper, donc c'est pas grave. Mais voilà, qui donnait tellement autant de rythme aux scènes que les morceaux de Rage ou de n'importe qui d'autre qui constituait le côté playlist du film. ouais. Et bah, là, c'est ça. Sauf que là, la playlist, elle a été créée pour. Elle a été pensée pour. Donc elle a nécessairement ce truc en plus, cette qualité et en plus l'artiste est largement compétent. Oui, oui, pas de souci, ouais. Elle est vraiment, je peux pas ne pas écouter, une fois que j'ai écouté les 2 autres, faut que j'écoute la troisième pour faire simple. Ouais. Et je pense que Voilà. elle a plus de sens dans le contexte de la série et elle a plus de sens, enfin, elle aurait plus de sens si on avait droit à quelque chose qui, pour moi, manque à ces 3 BO Ouais. et qui, pour moi, en fait, manque surtout à l'appréciation plus facile de ces 3 BO, c'est si on avait une compilation qui était pas, enfin, en fait, si Mmh. on avait une compilation qui était Une playlist qui liée suivrait à la les continuité épisodes. de la série, en Ouais. fait. Ouais, ouais. Et c'est le seul, et on parlait, ça revient au problème que j'avais avec celui de Kamasi Washington, où du coup, enfin, t'es obligé de peu de reset à chaque fois pour te retrouver bien dans le contexte de la série, pour Ouais. vraiment apprécier chaque morceau, parce qu'ils sont tellement distincts les uns des autres. Et là, on est toujours dans ce petit problème, c'est que finalement, je pense que la BO de Bonobo fait un super boulot de liant. Et si la BO de Bonobo était intégrée dans une véritable playlist ou une véritable compilation où tout est organisé tel que les morceaux interviennent dans la série, bah on verrait moins ce sentiment de se dire genre ah ouais mais attends parce que pour le coup, je trouve que celle de Bonobo, autant les BO de Floating Points et de Kamasi Washington euh, pratiquement se réinventent à chaque fois Ouais. pour chaque nouveau morceau. Lui a fait l'effort en fait de réutiliser des thèmes, voire des accords. J'ai l'impression même qu'il est même sur la même gamme Oui. sur tout l'album en fait. Ce qui fait d'ailleurs que c'est le Ah! moins intéressant d'ailleurs du lot d'un point de vue quand tu l'écoutes tout seul, parce qu'en termes de disque, bah c'est celui qui est le moins recherché. Mais quand tu regardes par exemple le morceau Northport, donc qui est le premier morceau, qui est d'ailleurs le premier truc que tu entends dans la série, quand il y a un peu le résumé des événements pour dire genre Mmh. quelle crise fait, enfin ok, quand on dit genre le monde fait face à une crise et hop, Pour contextualiser, ouais. voilà, t'as le contexte, la contextualisation de ce qui se passe. Bon bah, le morceau New Prophets, qui est dans la BO qui est dans l'album de Bonobo, en fait, les accords qui sont utilisés dans New Prophets, c'est exactement les mêmes que dans Northport, quoi. Ouais. C'est un morceau bien distinct, mais genre, c'est impossible de pas penser à Northport quand t'écoutes New Prophet. En revanche, dans le contexte de la série, c'est absolument parfait d'avoir un moment où justement où tu fais un rappel à une mélodie qui a été utilisée Ouais, ouais. précédemment. Donc il n'y a pas de souci, c'est pas pauvre, c'est même intelligent. Mais du coup, dans le contexte de son album toute seule, ben du coup, ça peut passer pour un moment de dire genre ah ouais mais attends mais non là. Ouais, non, mais c'est vrai que ça serait intéressant de constituer une playlist épisode. Si jamais j'ai rien d'autre à faire un jour, je le ferai. Oui, parce qu'il y en a une sur Spotify. Ouais. J'ai fait une petite recherche et j'en ai trouvé une, mais je suis pas totalement sûr en fait parce qu'il y a vraiment des passages dans cette playlist Mmh. Spotify où t'as genre 3-4 morceaux de Kamasi Washington qui s'enchaînent, ou 3-4-5 morceaux de Bonobo qui s'enchaînent, et je me dis genre, Mmh. je C'est pense pas que tu surprenant. vois que ça s'enchaîne comme ça dans la série, tu vois. Donc du coup, il y a un petit manque. C'est vraiment le genre de truc où je me dis genre j'espère qu'un jour ou l'autre ils vont sortir genre un CD, genre enfin un vinyle ou un CD, tu vois, mais plus facilement un CD. Du coup t'as tout qui s'enchaîne quoi, parce que Alors, quand tu vois qu'il a fallu attendre l'édition des, 20 ou 25 ans, je sais plus, enfin celle que j'ai pour avoir les vinyles et l'intégralité des BO
du Cowboy Bebop. Déjà, Ouais. là, on a déjà les intégrales. Moi, je pense que si la série, bénéficie de ce que je pense être un très bon, bouche à oreille et du coup une très belle reconnaissance, il est très, 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 possible que, bah, on ait très vite, d'ici pour les 5 ou 10 ans ou même rapidement, une belle édition et voire des éditions augmentées avec des informations plus complémentaires, quoi. Ce serait pas gênant, mais justement, ça revient quand même au point faible, en fait, finalement, de cette BO. C'est que Ouais. telle qu'on peut l'apprécier, elle est trop séparée, en fait. Mmh. Pour vraiment rentrer totalement dans l'intégralité de la... Donc là, on en parle de manière séparée, et je trouve que c'est intéressant du coup d'approfondir sur la contribution de chaque artiste, mais je pense que pour vraiment comprendre totalement l'ensemble des contributions, vous pouvez écouter les albums séparément, mais enfin tous les morceaux s'intègrent tellement bien en fait à la série, c'est encore une fois un parfait exemple de travaux en fait et d'artistes qui sont vraiment mis au service de ce qu'on leur donnait visuellement. Je trouve que d'ailleurs pour la contribution de Bonobo, pour le coup, le morceau qui fait avec le Mac de Gabriel, donc avec Jacob Losk, Mmh. enfin il est juste parfait quoi. C'est vraiment un Ah très mais très très beau moment de musique et c'est d'ailleurs un moment d'ailleurs assez unique où un personnage demande de dire genre ok joue-moi tel morceau ouais, et tu te retrouves avec un morceau original quoi. mais tu vois, typiquement, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à Fragment, l'album de Bonobo. Typiquement, là, on a un artiste qui garde son identité et qui se met tellement au service de la série et qui produit un truc qui est incroyable par rapport au regard de la série. Mm. On est c'est au final, c'est ce qui me fascine le plus dans cette triplette de BO, c'est à quel point les artistes sont restés respectueux de ce qu'ils sont eux et donc on leur a donné la possibilité d'être respectueux de ce qu'ils sont eux, mais à quel point ils se sont aussi mis au service de la série, au service de l'ambiance, de l'intention de Watanabe, et de ce qu'ils voulaient dire parce que toute leur musique appuie systématiquement le propos, les ambiances. L'épisode où ils vont tous les 4 personnages principaux vont dans 4 îles différentes avec 4 Oui. ambiances différentes, mais où tu te retrouves finalement. C'est un des rares épisodes que j'ai trouvé avec une ambiance très, enfin presque un peu déprimante puisqu'il Oui. montre l'effondrement climatique et le pourquoi du personnage de Skinner, le pourquoi du comment il a fait des choses, sachant qu'on aura la réponse finale encore plus tard de son attitude. Heu, il y a dans celui-ci par moments des moments contemplatifs vis-à-vis d'un monde ruiné, enfin il y a quelque chose de il y a un travail qui est fait réellement par les artistes musicaux, par le Watanabe et avec eux. Heu, c'est honnêtement, au final, c'est ça qui rend la série incroyable par sa qualité d'écriture de base, mais incroyable aussi dans la conception, dans sa réalisation et dans ce que nous a offert dans les BO. C'est que c'est vraiment un ensemble, c'est vraiment un tout. On est Ouais. face à un véritable objet de création, de divertissement et qui prend pas les gens pour des cons. Et Ouais, non. et puis qui pousse tellement de choses, sur la question, on en revient au propos, qu'un vrai propos, qui a une vraie nuance, qui un des trucs qui m'a le plus plu au final, c'est qu'il est pas il est, il fait un constat qui est tout sauf positif, mais il est pas destructeur, il est pas nihiliste, la conclusion est quand même il reste ouverte d'ailleurs, mais il y a un vrai Oui, truc positif qui m'a vachement surpris honnêtement sur la fin. Je tout à m'attendais fait. pas à ce qu'il aille vers ça. Avec tout de même quand même quand tu restes jusqu'à à toute fin de la série en fait, hein, puisque chaque épisode se conclut par un compte à rebours. Oui, Et la dernière dernier épisode se oui, conclut par un message disant genre ok voilà on est arrivé à la fin du truc mais est-ce que c'est trop tard pour nous en fait. ouais, La question est véritablement posée ouvertement par la série en fait à la Zero toute Day fin. Left for Us, alors qu'avant Ouais. c'est One Day Et, Left et ou c'est le For côté Day Tuesday. c'est le moment où tu te dis genre ah ouais quand même. Bah, et puis même en plus alors, si jamais vous faut rester dans le générique de fin du dernier épisode, hein, il y a des infos tout le long jusqu'à la fin. Quand même, pour l'anecdote, alors que le générique de fin du reste de la série, à part du 13e épisode, a un côté très, un peu la caméra survole les corps des personnages allongés en noir et blanc avec Mm. juste, Axel qui se relève. Enfin, il y a un truc très, très, dur fondamentalement et justement le dernier générique qui n'est pas celui-là, enfin il est c'est vraiment très, très bien produit, très, très bien fait. Ouais C'est c'est vraiment tout est 13 bon. épisodes extrêmement bien foutus, hein. Ouais.
Ah ouais, ouais et la BO de Bonobo, malgré son caractère, on va dire, plus, moins technique, moins, Oui, puissante, je sais pas comment dire, je veux pas moins j'ai pas de composé en fait, ouais, moins composé sous le format de chanson et plus de plage ambiante pratiquement. ouais, En voilà dehors carrément. des 2 morceaux en fait, qui sont faits avec de la voix, c'est le reste en fait, il s'est vraiment donc consacré à faire genre: «OK, qu'est-ce que je vais pouvoir créer comme lien à travers la série avec ma musique?» Pour créer des rapports. C'est peut-être aussi une demande exprès, Ouais, enfin explicite d'ailleurs du réalisateur, hein, de dire genre, ok pour telle série, genre la musique que t'as fait pour tel épisode, genre qu'il y a un rappel du coup dans la mélodie sur tel truc. Genre tu fais ce que tu veux, mais je veux que qu'il y ait un rappel à ce moment-là. Ce serait d'ailleurs tout à fait cohérent d'ailleurs de la part du réalisateur d'avoir fait ce genre de demande express quoi. Et et pour le coup, bah voilà, enfin, mission mmh. accomplie quoi. Si c'est le cas, y a pas de souci. Ouais, tu vois, Mais en dans même ce que temps, ouais, dans ce que tu dis, ça me fait évoquer, c'est, Drifting, l'avant-dernier de Bonobo, ouais. où qui est, vraiment qui donne une ambiance, mais par-dessus, il a rajouté des vieux craquements de vinyle Mmh. et il y a du coup, il y a un truc, tu vois? C'est pas que une nappe, c'est il y a un vrai truc dans à nouveau dans ce qui est produit, dans la manière de te replonger du coup, dans le moment de la série où on l'a utilisé, mais aussi toi à l'écoute. Pas nécessairement du coup vers la série, mais peut-être te replonger en toi. Il y a un truc, moi je trouve dans ce morceau-là spécifiquement, moi Drifting, bah, je sais pas, il y a un vrai truc qui m'a happé dans ce morceau-là, même si il y en a d'autres m'ont beaucoup happé, mais c'est vraiment pour dire à quel point, pour moi le Bonobo reste, même si on a été un peu moins enthousiaste, Oui. reste extrêmement, ultra intéressante à l'écoute quoi, même sur Oui, la série. carrément, ouais. Oui, puis de toute façon, enfin, le gars sur sa VO, il utilise de l'orgue électrique, comme j'aime bien, quoi, qui est un instrument que j'ai découvert vraiment avec la BO de Persona 5. Ouais. Et depuis que j'entends maintenant des compositions où il y a de l'orgue, c'est des trucs, si tu veux me plaire facilement dans une musique d'ambiance, tu mets l'orgue électrique, genre, c'est parfait, quoi. C'est, Ouais. c'est immédiatement, genre, ok, j'aime bien ce morceau. Ouais, ouais. Donc là, pour le coup, de toute façon, pour une bonne partie des morceaux, il m'a de son côté, hein, quoi. À partir du moment où il joue comme ça, Ouais, ouais. ce dont j'ai besoin. Mais ouais, sinon, effectivement, c'est la moins bonne, mais ça veut pas dire que c'est mauvais. C'est juste que, bah, par rapport au reste, c'est celle qui s'écoute le moins facilement en dehors du contexte de Mais la qui est, série. oui, mais qui est paradoxalement la plus facile à écouter Exactement. sans autre appréhension ou Oui, je contexte pense que personnel. c'est les deux morceaux, surtout avec de la voix, en fait, ou même le premier morceau d'ailleurs, hein, le Mmh. morceau Northport, il est vraiment très beau. Euh, c'est les morceaux que tu intégreras plus facilement à des playlists en dehors de la série, de Mmh. la série. Euh, en dehors enfin, de la musique d'intro de Kamasi Washington, tu vois, pour le C'est coup, clair. enfin, ce thème, il défonce, quoi. Oh putain, quelle tuerie. C'est vraiment, J'ai vraiment un pas super passé le thème, quoi. générique une seule fois. Bah non, tu peux pas, hein, c'est pas possible, hein, Ouais, bon, c'est comme passer Tank, quoi, dans Cowboy Bebop, c'est tu peux pas faire exactement ça, ça, quoi. d'ailleurs. Enfin bon, est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter sur ces 3 BO et sur cette série de particulier, hein? Euh, oui, à Vas-y. savoir que le dernier épisode nous laisse quand même avec un point d'interrogation, à savoir, est-ce qu'on va avoir plus que 13 épisodes? Alors, ça je peux te répondre. Vas-y. Il y a eu une interview au 1er juillet, Mhm. donc ça va, c'est encore pas trop vieux, Ouais. qu'il a donné, Watanabe, comme quoi c'était possible. Oui, parce que pour le coup, la plupart des productions maintenant actuellement, c'est de faire du 13 épisodes et puis on fait 13 épisodes après. Donc moi, je l'ai un peu vécu comme ça en fait. En voyant la série, je me suis dit genre bon, Alors, on arrive moi à je cet t'ai endroit-là maintenant. j'ai pas trop envie d'une suite moi, honnêtement. Je serais très surpris en fait. Faut vraiment qu'on me propose une autre idée, un autre scénario. Parce que Mmh. pour le coup, les 13 épisodes se finissent très bien à eux-mêmes. Bah Euh, oui, et puis et en même temps, j'aime bien les personnages, tu vois. bah d'accord, mais il y a peu de zones d'ombre sur leur passé, sur leur origine. On va surtout pas vous spoiler parce qu'il y a plein de trucs, enfin, il y a très peu de spoil. Il y aurait un axe pour moi à travailler, sur cette série qui serait du coup là à la limite plutôt on a fait la création d'unités, on fera un gap
dans Voilà. 5-6 ans et on irait finalement à la mort de l'unité. De la l'unité Oui, Lazarus, tu vois? c'est La tout saison à fait 2 serait la possible. mort. Là, il y aura un vrai truc parce que ça lui permettrait de peut-être de replaquer les thèmes, tout un tas de choses qu'il a amenées, d'avoir fait évoluer son univers dans un sens ou dans l'autre et puis de conclure parce que, mmh, j'ai pas envie que ça, c'est je trouve que les 13 sont incroyablement enfin, c'est une véritable œuvre en tant que telle et je vois pas l'intérêt d'aller plus loin, quoi. Alors, est-ce que tu connais, la série, ah merde, comment elle m'échappait, mince. C'est une série un animé où, tu dans la première partie de la série, en fait, tu toute une aventure, avec, des robots géants et c'était tout un truc avec un gamin qui avait une capacité de genre de forer dans le sol, donc enfin, il s'intégrait après à un robot, enfin, c'était vachement enfin, c'était une série très, Gurren Lagann, voilà, j'arrive pas à retrouver le nom. C'était le nom de la série, c'est Gurren Lagann. Est-ce que tu as déjà vu Gurren Lagann? Gurren Lagann? Alors attends, c'est le nom japonais? Oui. Alors je vais essayer de voir si je le retrouve. Gurren Lagann, Perçant les cieux. Ah tiens, Ah bah, ouais, mon traduction peut-être. littérale. Alors je regarde si j'ai des images et si je le reconnais. Donc Non, je n'ai pas pendant vu cette que chose. Arnaud fait ses recherches, donc du Je n'ai coup pas vu Gurren cette Lagann, chose. donc c'était une série qui avait comme postulat de départ, comme étant une sorte d'hommage aux animés de robots et tout, donc ça se suivait un peu comme Evangelion, ça suivait un peu tous les tropes classiques de ça. Et en fait, à partir presque de la moitié de la série, en fait, avait un bond en avant énorme qui Ouais. amenait du coup la série vers une surenchère en fait, encore plus de technologique et genre de références aux robots géants, mais pour amener à une véritable conclusion super intéressante, extrêmement bien foutue. Euh, et ça pourrait effectivement comme décrire un petit peu ce que tu t'envisages pour la Ouais. 13 autres épisodes de Lazarus. Après, il y a un autre point de vue qui est fait, je trouve, très admirablement dans Chainsaw Man. Alors, Ouais. il y a le film qui vient de sortir et j'imagine que le film conclut la première partie du manga, donc qui va jusqu'au volume 12. Euh, ça te dérange pas d'être spoilé pour une Chainsaw Man? Non, pas du tout. Ok. Donc pour les gens qui connaissent pas, bon, les volumes sont quand même sortis il y a quelques temps, donc je pars du principe que c'est plus vraiment un spoil. Et donc en gros, à la fin du deuxième volume, la première histoire de Chainsaw Man se conclut, et en fait, à partir du volume 13, on part d'un postulat où en fait Chainsaw Man du coup est reconnu maintenant comme étant presque un super-héros, et en fait le personnage de Chainsaw Man intervient très rarement, et c'est uniquement placé du point de vue d'autres personnes qui nous voient les conséquences d'un monde où ce mec est devenu une icône. Et c'est très 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 bien écrit. C'est mieux écrit que le début, et je recommande toujours à dire, genre, si vous avez trouvé le côté, genre, un peu, enfin, foutraque de Chainsaw Man un peu irritant, commencez au volume 13, c'est ouf. C'est extrêmement bien sensé, et tu vois vraiment que le mec a fait genre, ok d'accord, je vois très bien où sont les problèmes de mon personnage principal, j'ai résolu tous les problèmes que j'avais à résoudre dans ma première histoire, donc maintenant on passe à autre chose. Et d'une certaine façon, ça rejoint un peu ce que tu décrivais avec genre la fin de Ouais. Lazarus. C'est-à-dire que tu prends un point de vue extérieur finalement aux événements. Et Mmh. ça peut être aussi un truc intéressant. C'est-à-dire que finalement, c'est un peu la même façon que ce que fait la Bible en fait. Euh, dans la Bible, on te parle, c'est pas Jésus le narrateur. C'est Les les apôtres. apôtres qui décrivent du coup, qui sont présents sur place, qui disent genre bah il a fait ça. Mais sinon, t'as pas nécessairement la voix intérieure de Jésus. T'as pas Jésus qui se dit genre, alors ce mec, Lazarus, je l'aimais pas trop, mais en fait, il était assez cool, donc je vais faire un bon exemple. Non, c'est des gens extérieurs qui regardent et qui font genre, ah ouais, alors Jésus, il est arrivé aujourd'hui, et putain, il a fait revenir le mec à la vie, quoi, c'est ouf! Il a distribué des Et pains. exactement, mais tu vois, ce point de vue extérieur, en fait, je trouve que ça peut être assez intéressant, du coup, pour conclure une série où, ben, finalement, des gens qui sont qui n'ont pas vraiment eu de comment dire c'est-à-dire que les gens qui la population générale dans le monde de Lazarus n'a pas assisté aux efforts des personnages principaux de Lazarus. Non, d'autant plus qu'il y a un héros, en plus qui les «couvre» entre guillemets, qui prend la place de. Voilà. Et donc du coup, tu peux te poser la question de dire genre ok, mais alors du coup comment finalement les gens réagissent à ça. Donc un peu après avoir fait tant de world building, bah tu pourrais aussi du coup utiliser un peu plus
tous les personnages annexes dont on a parlé pour décrire Ouais. quelque chose, d'autre chose. Ça pourrait Euh, être un angle, ouais. Ça peut être intéressant. Après, le fait est que la force de Lazarus en tant qu'histoire, donc elle se tient dans 13 épisodes, mais aussi parce que bah il y a une urgence. Oui. Une fois que t'es arrivé à la fin du sentiment d'urgence, bon ben on peut aussi très légitimement se poser la question de dire genre est-ce qu'il y a vraiment besoin qu'on continue à faire la même chose? Je sais pas. Mais Mais moi personnellement j'aime bien tous les persos. Hein. ah non, Je les trouve trop cool et donc du coup si c'est 13 épisodes, même s'ils font autre chose, bah je serai quand même au rendez-vous, tu vois. Mais ah, effectivement, il y aura moins ce sentiment de se dire genre ah on fait quelque chose mais de très important quoi. ma fanboyerie peut aller très loin, moi. Faites-moi un setup de Oui, figurines avec les 2 voitures et j'achète direct, hein. c'est bon, on est là, on est bon là. On est au Euh, taquet. mais donc Ouais. du coup Lazarus, enfin personnellement moi j'en ai pas beaucoup entendu parler. Euh, j'étais au taquet parce que ben je savais qui était impliqué dedans, tu vois, mais j'ai pas Ouais. vraiment l'impression qu'il y a eu un succès phénoménal. Euh, En tout cas en France non, et donc du coup ben c'est l'occasion de parler aux gens et de dire genre bah écoutez, Ouais, alors il a un allez 91. regarder. Allez, on va faire un petit tour des reviews quand même parce que ça existe. Il y a un 91 sur Rotten Tomatoes. Ah ah, Officiellement, Netflix Japon l'a classé 6e pendant sa sortie ok, en streaming. logique. Top 10 chez Amazon Prime Vidéo au Japon aussi, et HBO Max globalement, l'a mis dans les top 10 à peu près partout où il est sorti. Oui, alors après, HBO Max, je sais pas si beaucoup de Voilà, gens on est un peu d'accord. sont Moi, je il y a pense pas que grand-chose. le vrai problème de Lazarus pour moi, c'est que c'est sur HBO Max. Il lui manque une vraie plateforme, Oui, c'est de ça, ouais. pour toucher plus large. Moi, genre Cowboy Bebop, je l'ai vu parce qu'il était diffusé sur une chaîne hertzienne à l'époque. Ouais. Ça pour le coup, c'est un truc qui a bien changé en termes du coup, de diffusion des contenus. Et puis pour l'anecdote, le site web, IGN Ouais. Entertainment Inc., donc c'est un truc de jeux vidéo, Oui, bah, oui. a mis une note de 5/10 aux 5 premiers épisodes. Ils ont pas spécialement aimé, ils ont l'impression que c'était pas très bien, que c'était un peu, les caractères étaient trop, prévisibles. D'accord, OK. Donc Je ils ont dis, je vraiment répète, il faut aller au bout. Il faut aller oui, au bout puis pour surtout, je suis pas d'accord, c'est pas voilà, prévisible du tout, en fait, il y a rien de prévisible. Je dis pas qu'ils ne sont pas des archétypes, au moins en termes de démarrage, mais ça va toujours Oui, plus loin. pour le coup, c'est enfin, on est Voilà. quand même à un niveau d'écriture quand même assez correct, quoi, donc Oui, et ça s'arrêter à la problématique des personnages, c'est pas voir l'intrigue et tout ce qu'elle peut impliquer derrière et tout ce qu'elle va impliquer derrière. oui, puis pour moi, c'est un petit peu ce qu'on te dit, genre, dans une série animée que tu notes uniquement le scénario, j'ai envie de dire, genre, ok, mais tu sais, c'est une série animée quand même, tu la Voilà, regardes pour autre chose d'autre que juste le c'est une scénario. c'est une C'est un peu pop comme les gens qui parlent de comics qui parlent que du scénario, quoi. Je suis un peu en mode genre, ah ok, donc vous avez pas compris le média que vous êtes en train de lire. tout média visuel a nécessairement un double discours, une double lecture à faire, Voilà, et si tu quand il est bien discutes pas fait. les... Voilà, exactement, et quand tu discutes pas des deux, bah c'est un peu nul, quoi. Et D'ailleurs, donc du coup, bah, pour le coup, en termes d'animation, enfin, ouais? si vous aimez les séries animées, je pense que enfin, vous serez servi, quoi, Ah de oui, toute façon. puis les environnements, pareil, tout le design environnemental est Ouais. très réussi. D'ailleurs, à ce propos, à mon avis, je soupçonne une petite, mise sous pression d'Adult Swim, pour les pochettes de Lazarus qui évoquent très fortement les pochettes Cowboy Bebop, Oui. sachant que c'est un type de visuel qu'on ne retrouve pas du tout dans la série. Ces split screen avec les visages comme ça, c'est un truc qu'on voit pas dans la série du tout, contrairement alors qu'on les revoyait dans Cowboy Bebop. Donc je pense qu'une partie de la communication a été un petit peu axée pour que les gens sachent qui avait fait quoi. Oui, tout à fait, oui. Bah, Alors en que même temps, parce c'est que pas une c'est pas mauvaise du idée, tout hein. l'identité de la série pour le coup visuellement. À part le Non, logo, c'est c'est pas du clair, tout ouais. l'identité. Mais bon, Non, parce qu'effectivement, c'est le genre de trucs en fait qui sont plus proches de visuels de polar en fait, c'est qui est pas ouais, tant que ça en fait. Le cas de Lazarus au final, c'est plus proche du thriller, c'est plus proche c'est de la es SF, SF SF espionnage. thriller quoi. Ouais. Ouais, Ah bah, beaucoup plus que du polar. Donc effectivement, ces pochettes, elles sont pas très elles sont pas si appropriées que ça, mais mais elles font la blague quand même. elles font la blague, voilà, c'est ça, c'est le bon résumé. Elles font la blague. Voilà, c'est-à-dire qu'elles sont suffisamment jolies pour que c'est une création visuelle qui a été créée peut-être dans le sommeil Entre deux de, nuits. de- du graphiste qui a fait genre bon, ok, vous savez pas vous dire,
vous décidez ce que vous voulez, donc voilà, ça c'est fait, Hem, tu vois? En même temps, c'est ce qui arrive quand tu fais des pochettes pour des trucs qui sortent uniquement en streaming. S'ils le sortent en pochette physique, il y aura peut-être quelque chose d'autre. ouais. Mais c'est aussi le problème de savoir qui a les droits sur ça. Est-ce que les artistes ont totalement les droits? Est-ce que c'est la boîte de prod? Ou comment tu divises, les trucs? Alors, Moi j'espère qu'il y aura une sortie physique de tout ça, hein. ouais, moi aussi. Pourtant, je suis Ça tellement pas enfin, il y a surtout sur la partie musique, c'est pas mon truc le physique. Alors par contre, c'est vrai que je regarde du coup sur les crédits, ce serait intéressant de voir. Les crédits génériques par morceau, ils sont toujours réattribués aux artistes. oui, Ouais. Et donc les c'est à records voir de en fait, labels, ça c'est marrant, du coup j'ai pas vérifié les labels sur lesquels ils étaient sortis tous. je pense que c'est surtout ça en Heu, fait, c'est que chacun est signé sur des labels différents et je sais pas du tout comment eux s'organisent. C'est d'ailleurs c'est pour Mi ça d'ailleurs que c'est le Milan qui a le label record pour les 3. d'accord, OK. Donc Mmh potentiellement, mh. il y a moyen de faire un regroupement comme pour Cowboy Bebop. OK, bah écoute, ce serait bien. Moi je suis tout à fait, moi je suis partant, hein, je vote pour, hein. On est On est d'accord? d'accord. On vote tous pour, c'est bon? On lève la main, c'est Eh bon? beh, OK, cool. Donc comment on sort ça, hein? C'est parti, c'est voilà, décidé? allez, Allez. on a décidé, à vous de faire. Bah oui, hein, c'est bon quoi, enfin allez, on y va un peu plus vite là, hein, c'est bon. Et je pense que c'est là-dessus que nous allons conclure cet épisode, ou à moins que tu vois encore autre chose à ajouter? Non! Vous pouvez donc, on espère déjà que ce format d'épisode vous a plu. On a changé un tout petit peu de nos sentiers battus. Exactement. Mais vous avez quand même 3 artistes musicaux incroyables à écouter. Honnêtement, dans tous les cas, des gens dont il faut aller voir le travail indépendamment de cette BO, quand même. Vous pouvez retrouver tout ce qui concerne notre podcast sur recosic.lepodcast.fr avec tous les épisodes et beaucoup de références dans les notes. Vous nous retrouvez aussi sur nos réseaux sociaux, principalement Instagram et Blue Sky. Et puis voilà, on espère Voilà. vraiment que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous le dire sur n'importe quelle plateforme de réseau social où nous sommes présents. On se fera un plaisir de vous répondre. Il paraît que les gens peuvent noter les épisodes, les podcasts encore, que ça se fait encore, hein. Donc du Alors coup, sur si certaines vous plateformes, sur oui. ces plateformes, du coup, vous pouvez noter, laissez-nous des notes, pareil, enfin, Alors nous, laissez Blue des Can, ça étoiles, nous mais fera les plaisir commentaires, parce que mettez-les ailleurs parce qu'on va avoir du mal à oui, les voir sur certaines plateformes. oui, tout à fait. Voilà. Mais sinon, vous pouvez aussi nous envoyer des mails, des lettres d'amour, des colis piégés, enfin, ce que vous voulez, quoi. Oui, alors les colis piégés, je vous donnerai une adresse à l'envoyer, hein. C'est peut-être vous verrez, vous mettrez pas mon nom, mais ça marchera pareil. Voilà. Bon, Heu, sur ces mots un peu étranges et bizarres, je crois qu'on va vous dire, bah, à très vite. à très vite, bisous! Ciao, ciao.